quand vient le mardi, la grande Zoa, mais ses bijoux. Le matin du 25 décembre 1929, nous arrivâmes donc à Chamonix par une matinée splendide, tous assez épuisés, mais totalement émerveillés par ce qui s'offrait à nos yeux. Même en connaissant parfaitement le paysage, mon enchantement était intact. Alors que dire de l'état de sidération dans lequel se trouvaient les familles new-yorkaises, qui ne connaissaient en matière de sommet que les gratte-ciel, et comme aire de jeu pour les enfants que les trottoirs misérables de Harlem. Tout le monde était bouche bée. Puis bientôt, l'air pur et froid nous donna un coup de fouet, comme ceux que donnaient d'ailleurs à leurs chevaux les conducteurs de traîneaux envoyés par Juliette pour nous chercher. Nous ne pouvions pas tous tenir dans les 3 traîneaux. Donc tous les hommes, les femmes sportives, les fils de Samuel et les filles d'Anton décidèrent de se rendre à pied à la maison qui n'était qu'à 2 petits kilomètres. Je décidai de me joindre à la troupe et j'en profitai pour me rapprocher de Suzanne la pécheresse afin de discuter un peu avec elle. Je prétextai avoir besoin de son bras pour ne pas glisser sur la neige et nous laissâmes passer les autres devant. Je lui dis alors que j'avais eu une conversation avec Moshe qui me semblait sincèrement amoureux d'elle. Et à peine avais-je fini ma phrase qu'elle fondit en larmes en me jouant la grande scène du 2, affirmant qu'elle préférait mourir plutôt que d'être privée de lui. Allons bon, j'étais très mal placée pour lui donner des conseils en matière amoureuse, mais je lui dis tout de même que leur situation me semblait extrêmement compliquée lorsqu'on savait à quel point leurs pères respectifs campaient sur leur position en matière de religion et de conduite de vie en général. Suzanne me répondit qu'ils s'enfuiraient tous les deux quelque part et trouveraient un moyen de gagner leur vie. Quelques années plus tôt, la chose aurait pu être envisagée. Mais avec cette crise économique sans précédent, j'expliquais à la jeune fille que 2 jeunes gens sans le sou, n'ayant pas terminé leurs études et n'ayant pas encore de métier, auraient beaucoup de mal à trouver un toit et de quoi vivre en ces temps difficiles. La fontaine à pleurs se remit en marche. Je tâchais de la consoler en lui conseillant d'ouvrir son cœur à sa mère Edna, qui me semblait bien plus ouverte qu'Anton, son horrible père. Mais Suzanne ne voulait pas entendre parler et tremblait à l'idée d'affronter ses parents. Je lui dis alors que j'allais réfléchir à un plan et je rejoignis Sergueï et Fabio qui marchaient devant nous en leur disant que j'allais avoir besoin de leur lumière pour une affaire familiale des plus complexes, ce qui fit frémir d'excitation les jolies moustaches qu'ils avaient décidé d'arborer tous les deux depuis quelques mois. Un quart d'heure plus tard, toute la colonie était arrivée dans l'immense maison de Juliette, accueillie par cette dernière qui semblait avoir encore doublé de volume depuis la dernière fois, mais qui était toujours aussi avenante et énergique. Je lui avais donné par téléphone 3 jours avant tous les noms de nos hôtes américains, en plus de ceux des membres de notre famille, et elle avait affiché dans le hall d'entrée un énorme tableau sur lequel étaient indiquées les chambres ou dortoirs attribués aux uns et aux autres. Les enfants hurlaient de joie. Et d'ailleurs, que ce soit de joie ou d'autre chose, ils hurlaient tout le temps, ce qui rendait les conversations entre adultes si difficiles qu'il nous fallait hurler à notre tour. Juliette, qui savait s'adapter à toutes les situations, nous dit qu'il fallait que nous prenions tous au plus vite notre petit déjeuner afin de pouvoir ensuite laisser les enfants jouer dans la neige et faire de la luge, tandis que nous installerions les chambres. C'est ainsi que chaque enfant, lesté de 3 brioches, 2 œufs coques, un bol de porridge et un verre de lait frais, et le nez emmitouflé dans une écharpe, put sortir s'amuser dans la neige et hurler à loisir, tandis que les adultes s'organisaient afin que chacun se fasse un petit nid dans cet endroit de rêve. Puis, durant cette première journée au sport d'hiver, tout le monde s'essayait à diverses activités de plein air, comme le ski, la luge, le curling, le patinage ou les raquettes, et pour certains, la seule activité envisagée fut la contemplation de ce paysage de rêve sur une terrasse ensoleillée, enfouie sous une peau de mouton dans une chaise longue qu'on appelait transat. Juliette avait reçu une quinzaine de ces fauteuils venant tout droit d'un paquebot transatlantique, d'où leur nom, que lui avait offert le capitaine d'un de ces paquebots en remerciement de son hospitalité l'hiver précédent. Depuis que nous étions venus à Chamonix 9 ans auparavant, il y avait eu des changements. Car l'accueil des premiers Jeux Olympiques d'hiver dans la ville en 1924 avait accéléré l'installation de certaines infrastructures, comme le premier téléphérique par exemple. Ce drôle d'engin, qu'on appelait aussi funiculaire aérien, pouvait emmener les touristes à 1700 mètres d'altitude jusqu'à la gare de la Para, à mi-chemin de l'ascension de l'aiguille du Midi. Cet exploit technologique laissait les voyageurs sans voix et les ingénieurs travaillaient sans relâche dans l'espoir de parvenir un jour à créer un téléphérique qui atteindrait le sommet à 3840 mètres. Kwon avait décidé d'emmener Mei, sa jolie princesse chinoise, découvrir la vue spectaculaire, et ils avaient entraîné dans leur sillage Harrison et Betty, ainsi qu'Anton et Samuel, qui, bien que furieux de devoir se serrer dans la drôle de machine, n'avaient pu résister à la curiosité. Leurs épouses Edna et Rachel, un peu craintives de s'élever dans les airs, avaient préféré rester pour s'occuper des enfants. Pour ma part, j'aurais adoré faire du ski ou du bobsleigh, mais Archie, qui veillait furieusement sur le bon déroulement de ma grossesse, m'interdisait tout effort soutenu, même si j'abordais mon 4e mois en pleine forme. Il avait donc décidé, avec Marmaduke et Tracy, la femme de ce dernier, qui en bonne américaine était une sportive accomplie, d'emmener avec eux pour dévaler les pentes tous les enfants de plus de 10 ans, et comble du bonheur pour Flora, elle avait eu le droit à 11 ans d'intégrer la bande des adolescents. Je vis donc ma fille adopter sur le champ une attitude de jeune femme, riant en rejetant la tête en arrière, en secouant ses splendides cheveux blonds, et regardant par en dessous les fils de Samuel, très gênés de voir les mines de cette petite fille singeant les séductrices. Tout cela me rappelait furieusement l'été de mes 13 ans au cours duquel je m'étais radicalement transformée. Toutefois, je trouvais ma princesse vraiment trop jeune pour jouer les femmes fatales, surtout avec sa beauté, et je me promis d'avoir une petite conversation avec elle le soir même. De son côté, Rocky était furieux, car même s'il avait l'intellect d'un prix Nobel, il n'avait toutefois que la taille d'un enfant de 5 ans et demi, ce qu'il était à son grand désespoir. Marmaduke avait donc refusé de l'emmener avec les grands, car la montée en peau de phoque était très difficile.
Devant la tête désespérée de son fils, il lui avait toutefois promis 2 heures de mathématiques, suivies d'une partie d'échecs à son retour, ce qui avait un peu calmé mon Einstein en herbe. J'avais donc traîné Rocky jusqu'au jardin couvert de neige, dans lequel s'amusaient les plus jeunes qu'il persistait à appeler les avortons. Les enfants étaient en train de fabriquer un bonhomme de neige sous la surveillance d'Iris et de Marie-Antoinette que je devais relayer avec Edna et Rachel 1 heure plus tard. Je rejoignis donc sur la terrasse Vera, la jeune serveuse timide dont le mari s'était suicidé, qui ne se lassait pas d'observer le paysage tout en ne parvenant pas croire à la chance qu'elle avait de pouvoir profiter de tout ça. Après avoir discuté un moment avec elle, j'aspirais à un peu de solitude, car j'avais promis à Suzanne et Moshe de trouver une solution afin que leurs parents respectifs ne les découpent pas en morceaux en apprenant leur amour. J'avais donc besoin de toute ma concentration pour faire marcher mon imagination. C'est pourquoi je sautais sur l'occasion de faire d'une pierre deux coups en apercevant Paul, le jeune veuf, qui se tenait à l'autre bout de la terrasse en train de scruter les montagnes avec une paire de jumelles. Je le hélai et lui dis que s'il grimpait un tout petit peu sur le monticule à l'arrière de la maison, il aurait un point de vue encore plus splendide. Puis je m'adressai à Vera en lui disant qu'elle ne devait manquer cette vue sous aucun prétexte et je chargeai Paul de l'emmener avec lui sur la butte. Ces deux timides parurent sur le point de succomber à l'affolement. Toutefois, je remarquai malgré leur gêne une petite lueur d'envie qui me combla d'aise. Une fois les deux potentiels tourtereaux éloignés, je me concentrai donc sur le problème judéo-protestant que je devais résoudre. Heureusement, Sergueï et Fabio, qui s'en allaient faire du curling, passèrent me voir sur la terrasse avant de partir, et Sergueï me dit qu'il avait eu une idée qui nous donnerait peut-être un moyen de pression sur l'inflexible Anton. Il allait mettre son plan à exécution dès le jour même, avec la complicité d'une de ses amies. Il n'en dit pas plus, mais me demanda si de mon côté je pouvais essayer d'amadouer Rachel et Edna, car elles seules pourraient convaincre leur mari de rengainer leurs armes. Cela tombait bien car justement je devais prendre mon tour de garde auprès des enfants en même temps qu'elles. Normalement nous évitions de mettre les deux femmes ensemble, mais lorsqu'Épiphanie se chargeait des plannings, elle prenait un malin plaisir à les réunir, non pas en espérant un pugilat, mais au contraire en se disant qu'à force de leur faire des activités communes, elles finiraient bien par se trouver des affinités. Hélas, lorsque j'arrivais dans le champ de neige dans lequel s'ébattaient les enfants, elles étaient chacune à un bout en évitant soigneusement de se regarder et je n'avais guère d'idée pour les pousser à se rapprocher. Cependant, en voyant Rocky bouder dans son coin, j'eus soudain une lumière qui allait me permettre d'amuser mon petit surdoué tout en œuvrant pour Suzanne et Moshe. J'appelai donc mon fils et sous prétexte de l'emmener mettre un chandail supplémentaire, je le pris à part dans un coin de la salle à manger déserte afin de lui expliquer mon plan. Je lui racontai que Suzanne et Moshe, en dépit des différends de leurs deux familles, étaient tombés amoureux, ce à quoi Rocky me répondit qu'il s'en était bien sûr déjà rendu compte et que leurs hormones y étaient sans doute pour quelque chose. Décidément, cet enfant me surprendrait toujours. Reprenant mes esprits, j'essayai de lui faire une leçon accélérée d'histoire des religions pour qu'il comprenne les deux points de vue opposés des parents. Mais il m'arrêta à nouveau au bout de 2 minutes en me corrigeant sur l'histoire de Moïse et des tables de la loi et en m'expliquant à quel point toutes ces croyances étaient ridicules car elles servaient juste à rassurer les gens de la même manière que le Père Noël servait à rendre les enfants sages. Je renonçai à comprendre comment le cerveau de mon fils était fait. Et devant l'hyper-maturité de ce petit être venu d'un autre monde, je décidai donc de lui parler comme s'il avait 50 ans et une solide expérience de la vie. Je lui expliquai qu'il fallait absolument obliger Edna et Rachel à agir ensemble dans un même but afin de les rapprocher, et je lui demandai s'il serait prêt à jouer la comédie pour y parvenir. Lorsque je vis le premier sourire de la journée sur sa petite bouille toute ronde, je sus que mon idée était bonne. Rocky retourna dans la neige auprès des autres enfants, et de mon côté, après avoir vérifié qu'en dehors d'Edna et Rachel, aucun autre adulte n'était dans les parages, je me cachai derrière un rideau afin de voir si ma grand-mère Épiphanie avait transmis les gènes de la comédie à son arrière-petit-fils. Lorsque 2 minutes plus tard, j'entendis Rocky pousser un hurlement à fendre l'âme en se tenant la jambe, suivi de sanglots intarissables, je sus que l'art dramatique avait un nouvel ambassadeur. Rachel et Edna, oubliant tous leurs désaccords, se précipitèrent ensemble sur mon petit bonhomme, le cajolant, lui demandant s'il avait très mal et envoyant les autres enfants me chercher dans la maison. Rocky, suivant notre plan à la lettre, s'accrochait à elles deux, en leur disant qu'il voulait qu'elles restent auprès de lui parce qu'elles étaient vraiment très gentilles et qu'il les aimait vraiment beaucoup. Je vis les deux femmes se regarder au-dessus de sa tête, un peu gênées, mais sans hostilité. Au bout d'un petit moment, Rocky leur dit qu'il avait un peu moins mal à la jambe, mais il continuait de pleurer. Et comme Edna lui demandait ce qui lui ferait plaisir pour calmer son gros chagrin, mon fils dégaina l'arme fatale. Il dit à Edna qu'il détestait les disputes entre leurs deux familles et que son rêve serait que tout le monde soit heureux d'être ensemble parce qu'on avait beaucoup de chance alors que plein de gens étaient malheureux dans le monde. Puis il poussa un énorme soupir et mit la main d'Edna dans celle de Rachel avant d'enfourner son pouce dans la bouche. Alors là, je ne savais pas ce que mon fils ferait plus tard dans la vie, mais le cinéma pouvait lui ouvrir ses portes en grand. Les deux femmes se taisaient, mais malgré ce silence, je pouvais voir ce qui était en train de se passer dans leur tête. Et soudain, leurs mains, qui avaient été réunies de manière contrainte par Rocky, changèrent de position et se serrèrent sincèrement, tandis que Rachel et Edna se souriaient. « Chapeau, fiston !» Je sortis de derrière mon rideau, et l'après-midi se déroula ensuite de manière joyeuse et apaisée. En fin de journée, tout le monde rentra chez Juliette, les joues roses, les muscles endoloris et l'esprit surexcité par cette journée en plein air.
Archie et Marmaduke, que j'avais mis au courant de la situation amoureuse de Suzanne et Moshe, vinrent me voir dans ma chambre pour me dire que durant l'ascension du Brévent, ils avaient pu discuter avec le jeune homme et Tracy avec la jeune fille. Ils me confirmèrent que même si parfois le désir peut se confondre avec l'amour, hélas oui, il leur semblait toutefois que les deux jeunes gens étaient sincèrement épris l'un de l'autre et partageaient une même vision de l'existence malgré leur éducation religieuse divergente. Toutefois, mon ex-mari et mon futur mari ne voyaient pas comment apaiser la colère des parents une fois que la chose se saurait. Ce fut le moment que choisit Sergueï pour entrer à son tour dans ma chambre en me disant qu'il avait réussi à mettre sur pied un plan pour piéger Anton, le soi-disant coincé. Mais il fallait absolument qu'il vienne avec nous tous le soir même à la soirée dansante du Grand Hôtel des Alpes. Je lui dis que j'allais convaincre Edna, qui ne demandait qu'à s'amuser un peu, d'y traîner son puritain de mari. Je pense que l'air de la montagne, son rapprochement avec Rachel et le fait de côtoyer depuis plusieurs semaines une famille aussi détendue et libre que la nôtre avaient donné à Edna du poil de la bête, et elle ne laissa donc pas le choix à son mari, qui l'a suivi l'hermaussade à la soirée dansante, mais surtout pour surveiller ses filles. La mission que m'avait confiée Sergueï était précisément d'occuper Edna durant cette soirée, de manière à ce qu'elle soit loin de son mari. Je l'entraînais donc à l'autre bout de la salle de danse, tandis que Sergueï, Marmaduke et Archie faisaient discrètement boire Anton avant de s'éclipser avec lui. Loin de leur père, les filles d'Edna s'amusaient comme des folles sur un foxtrot, tandis que Samuel contraignait hélas ses fils à ne pas danser, malgré les protestations de Rachel qui avait elle aussi envie de s'amuser. Quant à Suzanne et Moshe, ils se jetaient les œillades désespérés. Après plusieurs danses avec Edna, je l'entraînais vers la véranda en demandant à Rachel si elle voulait bien se joindre à nous pour un parler intendance. Une fois que nous fûmes assises discrètement derrière une grande plante verte, je pris une respiration et demandai aux deux femmes de ne pas m'interrompre avant d'avoir écouté tout ce que j'avais à leur dire. Je choisis mes mots avec un soin extrême pour leur raconter l'histoire d'amour qui avait vu le jour entre leurs enfants, et je tâchais de trouver les paroles qui pourraient toucher leur cœur de femme et de mère. Je terminai mon discours en leur disant qu'il fallait qu'elles réfléchissent bien à la décision qu'elles prendraient, car le monde devait s'ouvrir au mélange des cultures, et priver deux jeunes gens d'un amour sincère pour une question de religion pourrait entraîner chez elles des regrets pendant toute leur vie. En disant cela, j'espérais de toutes mes forces que l'amour des deux jeunes gens ne serait pas qu'un feu de paille. Après un long moment de stupéfaction, Edna prit la parole en disant qu'en y réfléchissant, elle avait bien soupçonné quelque chose, car elle connaissait parfaitement sa fille et avait aperçu quelques regards explicites. Rachel, elle, tombait des nues, mais finalement, elle ne semblait pas si choquée que ça. Avec beaucoup de respect, elle se tourna vers Edna en lui disant qu'elle n'était pas fondamentalement opposée à l'amour de leurs enfants, mais que jamais, au grand jamais, Samuel n'accepterait une belle fille qui n'était pas juive. Quant à Anton, il n'accepterait jamais un gendre qui l'était. La balle était donc dans le camp des garçons. Nous sortions de la véranda afin de retourner dans la salle de bal lorsque je vis Fabio se diriger vers moi à grandes enjambées en me faisant un signe de le rejoindre à l'écart. Je laissais donc les potentielles belles-mères envisager un avenir, autre que semblant pour leur progéniture, et je suivis Fabio. Il était essoufflé, me dit que nous n'avions pas une seconde à perdre. Tout ce que j'avais à faire, c'était de le suivre jusqu'à l'un des salons privés et avoir l'air horrifié en ouvrant la porte. Je voulais en savoir plus, mais il me dit que chaque seconde comptait et que je comprendrais plus tard. Un instant après, il s'arrêta devant la porte d'un petit salon, fit tourner le plus discrètement possible la poignée avant de me pousser doucement à l'intérieur. Et là, pas besoin de jouer la comédie tant j'étais stupéfaite de ce que je voyais. En plein milieu de la pièce, une jeune femme ravissante et très peu vêtue était en train de chevaucher un homme, quasiment nu lui aussi, hormis le boa que la nymphe lui avait passé autour du cou, et qui caracolait sous les coups de cravache en hennissant jusqu'à ce que son regard croise le mien et qu'en se relevant brutalement, il désarçonne la jeune personne qui lui cria en tombant par terre « Oh, vilain Anton, tu n'auras pas d'avoine !» Je pense avoir mis 2 bonnes minutes avant de commencer à refermer ma bouche qui était grande ouverte devant ce spectacle si totalement inattendu. Anton, le protestant rigide, maniaque, autoritaire et castrateur, quasiment nu devant moi, avec les stries du fouet sur les fesses et un boa rose autour du cou. Jamais de la vie, je n'aurais pu l'imaginer. Les instants qui suivirent furent assez pénibles, car même lorsqu'on n'a aucune affinité avec quelqu'un, le voir se décomposer et quasiment tomber en poussière de honte n'est pas un spectacle particulièrement réjouissant. La jeune beauté ramassa ses affaires et sortit précipitamment du salon, nous laissant en tête à tête Anton et moi. Ce dernier enfila son pantalon et sa veste sans un mot, puis il tomba à mes genoux en me suppliant de ne rien révéler à sa famille de ses goûts pervers contre lesquels il essayait en vain de lutter. Je compris alors que Sergueï avait magistralement organisé ce piège pour qu'Anton soit à ma merci et que la menace du déshonneur l'oblige à accepter ce qu'en temps normal il aurait interdit, à savoir l'éventualité d'un mariage entre sa fille Suzanne et le jeune Moshe. Je lui dis que nous reparlerions plus tard et je sortis pour lui laisser le temps de reprendre contenance. Sergueï m'attrapa au vol dans le couloir et m'expliqua que depuis plusieurs semaines qu'il côtoyait l'horrible Anton au petit plaisir, il avait supputé que l'homme était trop rigide et trop prompt à juger la débauche pour n'avoir pas quelque chose à cacher. Il avait donc fait le pari de la tentation grâce à l'une de ses amies, danseuse de music hall peu farouche, qui après quelques œillades bien suggestives en direction d'Anton et plusieurs cocktails bien tassés avait réussi à faire un pantin de ce dernier. La soirée se termina sans aucun esclandre, mais avant d'aller nous coucher, je fis passer un message à Rachel, Edna, Moshe et Suzanne en leur demandant de me retrouver le lendemain à 7h dans le bureau de Juliette. Oui Archie, ça vous fait toujours autant rire? Moi aussi je dois dire. Bien fait pour lui. Oh Archie, et la compassion, vilain garçon. J'arrive. Je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures. Quand vient le mardi, la grande Zoa